pour revoir beaucoup d'amis et beaucoup de collègues. Je voudrais dire quelque chose, puisque je ne vais pas rapporter ça dans mon exposé, mais peut-être dans l'histoire de la médecine tunisienne, la création de l'AMLPS, la création de ces journées scientifiques, quand même, sont à l'actif de personnes qui ont marqué l'histoire de la médecine régionale et nationale aussi. La création de l'AMLPS avec Dr Aloulou, Dr Khrouf, la création de ces journées avec des équipes qui comprennent Dr Lassad Sabah, Dr Kamoun, Fouzi, Abdelhamid Bouatour. Je pense que ce sont des personnes que nous devrons remercier et nous ne pouvons pas les remercier assez pour cette pérennité de la manifestation qui nous permet chaque année de nous rencontrer et de discuter de sujets d'actualité et de sujets également qui nous concernent tous sur le plan scientifique. Quand les organisateurs m'ont demandé de parler de la médecine en Tunisie, état des lieux et perspectives, au début, je peux vous dire que ça m'a quand même troublé. J'ai trouvé le sujet quand même difficile à traiter, c'est vrai, et nous allons le voir ensemble. Puis, bon, j'ai accepté parce que déjà, être parmi vous aujourd'hui, c'était déjà un plaisir. Et je me suis dit, bon, je vais faire de mon mieux, je vais revoir un petit peu cet état des lieux et les perspectives, comment on pourrait les envisager. Bon, c'est des perspectives sous l'angle de vue personnel, si vous voulez, mais je pense qu'ensemble, nous allons discuter de cela et chacun, à travers cette présentation, nous allons quand même voir les acquis, entre guillemets, les difficultés que nous rencontrons et que nous rencontrons encore plus tous les jours, c'est cette période-là. Et peut-être que le fait de réfléchir, le fait de s'approfondir dans la réflexion, on peut entrevoir des solutions, on peut entrevoir ensemble des perspectives meilleures par rapport à notre situation actuelle. Voilà, donc je vais essayer de faire un tour d'horizon. Bien que ne vous effrayez pas, il y a beaucoup de diapositives, mais on va aller vite pour être dans les temps, même si, avec la permission des orateurs, si je peux grignoter 2-3 minutes, pourquoi pas. Attends, je vais voir le pointeur. Oui, le pointeur. Il y a un laser. Ah, d'accord. S'il vous plaît. D'accord, merci. Je laisse visionner. Bon, donc, la situation politique dans le pays, actuellement, est dans une période de changement majeur sur fond d'attente sociale, de crise économique, de violence et d'un environnement régional instable. Ce n'est pas une situation de rêve. Et dans cette situation, sur le plan politique, il y a une nouvelle constitution. L'élément majeur et marquant dans l'histoire de la médecine, c'est que l'article 48 de la nouvelle constitution garantit la santé aux citoyens tunisiens. Mais il faut comprendre ce que c'est que cette garantie. En effet, selon les termes de l'article 38, la santé est un droit pour chaque être humain. L'État assure à tous les citoyens la prévention, les soins de santé, fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé. Ça paraît quelque chose de cohérent,
L'État garantit également la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale comme prévu par la loi. C'est quand même une situation qui a été demandée par tous les citoyens et heureusement que la Constitution le garantit. Mais en fait, il faut faire attention, il ne faut pas comprendre que c'est un droit inconditionnel à être en bonne santé. Et là, il faut vraiment raisonner sur ce plan-là parce que dans ce qu'on va discuter peut-être ultérieurement sur le droit des patients, sur la responsabilité médicale, etc., ce n'est pas un droit inconditionnel à être en bonne santé. Mais c'est le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit possible d'atteindre. C'est-à-dire, c'est tendre vers le parfait, mais ce n'est pas quelque chose d'inconditionnel pour tout citoyen pour qu'il soit en bonne santé. Sinon, l'État est défaillant, ou le médecin est défaillant, ou le système de santé est défaillant. Il y a également d'autres conventions internationales qui ont été, disons, qui ont émaillé l'histoire internationale, mais tunisienne, c'est la déclaration d'Alma-Ata, où la Tunisie a été signataire, parmi les premiers signataires, c'est le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins, ça veut dire c'est la participation des malades, des citoyens, des associations à la mise en place des politiques de santé. La Tunisie a signé cette convention. Les normes internationales également sur lesquelles on pourrait s'appuyer appellent dans tout système de santé à une disponibilité d'offres de toutes les gammes de soins pour les patients, à une accessibilité physique et économique non discriminatoire et accès à l'information. Ça veut dire que tout citoyen devrait pouvoir accéder physiquement, quel que soit son handicap ou autre, ou quel que soit son éloignement. Économiquement, ça veut dire que sur le plan économique, l'accessibilité possible, quels que soient les revenus de ce citoyen. L'acceptabilité, ça veut dire que l'offre de soins soit acceptable culturellement et éthiquement. Et puis la qualité, et là c'est ce qui est le plus important actuellement à considérer, ça veut dire que médicalement, techniquement, cette offre de soins devrait être de qualité. État des lieux. Donc nous avons vu les principes généraux et les droits des citoyens. Nous allons voir l'état des lieux en Tunisie. On va aller rapidement parce que bon, on peut rester toute une journée pour faire l'état des lieux, tout l'historique de la médecine tunisienne, mais essayons d'être le plus bref possible. Sur le plan démographique, vous savez tous qu'il y a au niveau de la Tunisie une augmentation du nombre des personnes âgées, proportion en hausse. Nous sommes aux environs de 11 millions d'habitants, avec une parité presque parfaite entre hommes et femmes. Et donc, les plus de 60 ans commencent à augmenter en proportion. La pyramide des âges reflète une transition démographique. Et là, c'est un terme à ne pas oublier. La transition démographique va influencer toute notre vision et toute notre politique ultérieure dans la mise en place des politiques ultérieures dans le domaine de la santé. Vous voyez ici les perspectives. En 1996, les plus de 60 ans étaient de 5,5%. En 2004, 9,3%. Et dans la projection 2030, un peu moins que 20%. Vous voyez donc cette augmentation presque exponentielle de la tranche des personnes supérieures à 60 ans. L'espérance de vie à la naissance, bien qu'elle reflète, et là c'est quelque chose d'une satisfaction, elle reflète un développement économique et social. Je pense qu'on n'en voit pas. Elle reflète un développement économico-social important qui a été soutenu durant des décades. Vous voyez ici l'évolution. En 1999, l'espérance de vie était en moyenne de 70 ans. En 2011, 74, presque 75. Et en 2014, 75,7. Mais comme vous le voyez, et comme nous le savons tous, il y a des disparités régionales. Cette espérance de vie est plus élevée dans les régions côtières par rapport aux régions de l'intérieur. Et ça reflète
disons, ce constat des différences régionales, nous allons les voir un peu partout durant tout cet exposé-là. La pyramide des âges, la voilà. Déjà, il n'y a plus cette base d'âge qu'on voyait dans les années 70. Voici la pyramide des âges en 2014, donc la plus récente ici, avec un rétrécissement à la base. Et vous voyez ce qu'on peut voir durant les années 30 de notre siècle. Donc la projection en 2030, celle qu'on verrait en l'année 2030. La population vit dans notre pays essentiellement en milieu communal, aux alentours des 2 tiers des personnes, et 1 tiers en milieu non communal, rural. L'urbanisation est rapide ou soutenue, avec tous les problèmes sociaux et économiques que ça peut engendrer. Et je parlerai de problèmes socio-économiques de façon régulière pour cet exposé, parce que ce sont les principaux déterminants de santé que nous connaissons tous. La situation économique et sociale est un grand déterminant de santé. La croissance économique était acceptable jusqu'à 2010. La Tunisie a pu réaliser des progrès en termes d'éducation et de santé, comme vous le savez. L'indice de développement humain, c'est-à-dire corrigé à la qualité, donc ce ne sont pas des chiffres bruts de banquier seulement. L'indice de développement humain s'est également développé, bien qu'un peu moins que les chiffres de croissance purement économique, avec toutefois, comme nous l'avons bien constaté, une baisse de cet indice de développement humain en 2013. En termes de protection sociale, nous le savons tous, la réforme majeure, et en 2007, c'est la création de la CNAM, avec un accroissement important des transferts sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire des transferts sociaux? Ça veut dire tout l'argent qui va vers le côté social. Santé, éducation, etc. Tout ça a bien progressé, ce qui montre la dimension sociale du développement, mais encore, et nous le savons tous, malheureusement, beaucoup de franges et des franges importantes de la population sont inadéquatement couverts. La couverture par l'ensemble des caisses, vous le connaissez, elle est assez bonne pour la plupart des actifs, presque parfaite pour le secteur public, un peu moins pour le secteur privé, mais vous voyez ici seulement un faible taux pour les salariés agricoles, et il y a également beaucoup de populations, beaucoup de personnes qui sont en dehors du système et on ne connaît pas vraiment leur position vis-à-vis de cette couverture. La CNAM donc, couvre en moyenne 68% de la population et il y a l'État assume un mécanisme d'assurance médicale gratuite, l'AMG, qui contribue à couvrir les plus vulnérables et ils ne sont pas peu nombreux. Ça dépasse les 20% donc, de la population. Pourquoi parce qu'on peut voir tous les éléments, mais j'ai essayé de zoomer sur plusieurs registres. J'ai rapporté le registre des médicaments parce que c'est quand même une rubrique importante en termes de dépenses et sur le plan historique, il y a quand même quelque chose d'important, c'est la création de la pharmacie centrale. La pharmacie centrale en Tunisie est quelque chose, et je pense que c'est un acquis. Vous voyez ici, elle est incontournable par rapport à tout le circuit du médicament, aussi bien par rapport aux médicaments importés, où il y a quand même la PCT est le seul importateur de médicaments. Les médicaments locaux passent par la pharmacie centrale ou les grossistes, mais la pharmacie centrale, c'est actuellement un garant de stabilité, un garant de bonne qualité des médicaments à l'importation. Il n'y a pas de faux médicaments qui sont achetés par la pharmacie centrale. Et je pense que la pharmacie centrale, et si vous connaissez un peu les systèmes à l'échelle internationale, je pense que vraiment, par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, même dans la région, le fait d'avoir un monopole d'une institution publique pour l'achat de médicaments à l'international, c'est une garantie de qualité qu'il faut préserver et vraiment ne pas ignorer. En effet, la pharmacie centrale a été créée en 1961, donc c'est un acquis de l'indépendance, et c'est elle qui garantit le monopole de l'importation de toute
tous les médicaments de l'étranger. Heureusement, en Tunisie, il y a eu une politique de promotion de la production locale, une production locale en fort développement. Actuellement, la production locale, c'est-à-dire les firmes pharmaceutiques locales, est un pilier, c'est le second pilier de l'approvisionnement en médicaments en Tunisie. Il assure presque la moitié de l'approvisionnement en termes de valeur et près de 60% en termes d'unités de médicaments. Donc c'est quelque chose d'important, un secteur à soutenir et il a encore une marge de progression qu'on peut toujours espérer et dans les meilleurs délais pour même être sur le marché international encore plus présent. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'état socio-économique, la situation socio-économique influence directement la santé. Les déterminants sociaux de la santé sont les principaux éléments qu'il faut prendre en compte et sur lesquels on peut agir pour améliorer la situation du citoyen. En effet, si on voit ce schéma-là, vous voyez ici le risque pour la santé pour les personnes, le poids de ce risque augmente s'il y a des risques environnementaux, s'il y a une scolarisation insuffisante, s'il y a une alimentation et une nutrition inadéquate, s'il y a du chômage, s'il y a des situations de logement inadéquats, la pauvreté, etc. Tout cela, tous ces éléments vont alourdir le poids et les dépenses de santé et diminuer la qualité de la santé du Tunisien. Et de tout pays d'ailleurs, pas seulement des Tunisiens. La pauvreté et le chômage, nous savons tous qu'il y a eu quand même beaucoup d'acquis en termes de réduction de l'extrême pauvreté depuis 50 ans, mais la disparité régionale, comme je l'ai dit, persiste. Il y a une disparité importante. Le chômage, et là, bon, c'est pas moi, nous le savons tous et nous le vivons chaque jour, c'est un schéma structurel, vraiment, qui est inhérent à notre choix de politique économique, difficile à résorber, toujours concentré dans des régions plus que d'autres, et qui concerne plus les femmes et les diplômés. En termes d'éducation, c'est toujours un déterminant social de la santé. Nous avons fait des progrès, comme vous le savez, des taux nets de scolarisation importants, un accès universel et gratuit à l'école, une bonne parité filles-garçons, toujours, des disparités régionales notoires et surtout des problèmes d'abandon. Tout cela, quand même, influence la qualité en termes de santé. Les logements, ça également c'est important. Il y a eu des acquis avec un bon raccord au réseau public d'eau potable, raccord à l'électricité, mais les grands acquis sont surtout et toujours en zone communale, le secteur non communal, dans les zones agricoles, n'ont pas bénéficié de toute cette essor. L'assainissement s'est amélioré, et là, j'insiste sur la gestion des déchets, surtout actuellement, déficience marquée durant la période de transition, retard important d'enlèvement des déchets, décharge anarchique, accumulation. Excusez-moi, j'ai mal géré la situation. Voilà. Donc, tout cela peut être une source d'insalubrité publique et de nuisance et une menace pour la santé publique. Nous le vivons tous, malheureusement, c'est une situation sur laquelle il faudrait agir dans les meilleurs délais, je pense. La pollution d'origine industrielle, là aussi, nous vivons cela, et c'est une menace directe pour la santé. Vous savez tous que dans certaines régions, essentiellement le littoral de Gabès et de Sfax, il y a une menace importante. En plus de l'extraction minière, la transformation des phosphates, il y a des régions où le tannage des cuirs ou même des industries chimiques, même qui ne sont pas très connues, peuvent constituer des menaces importantes pour la santé. Et là, par exemple, des régions
on a l'impression qu'ils ne sont pas menacés, tels que par exemple la région de Bizerte, près de la raffinerie, il y a des émanations également importantes et il y a une pollution qui peut poser de sérieux problèmes de santé publique. Et là, je rapporte un rapport de l'OMS. Ce n'est pas une vision personnelle ou une vision des habitants de Sfax ou de Gabès ou de Sfax. Ce sont des documents officiels de l'OMS qui le rapportent. D'autres facteurs environnementaux sont à prendre en considération. Quoi? La situation géographique de la Tunisie. La Tunisie est, sur le versant sud de la Méditerranée, a une position avec une grande fragilité des écosystèmes. Elle est très vulnérable au changement climatique et nous voyons l'aridité sur 3-4 années de suite, parfois des périodes de pluie. Mais globalement, l'aridité continue à avancer et les ressources en eau constituent une préoccupation majeure. Et qui dit eau et eau potable, etc., ça veut dire la santé va être menacée et peut être menacée si ce problème de l'eau ne peut pas être résolu. Vous savez tous que les facteurs comportementaux sont importants. Le mode de vie du citoyen, je vais aller rapidement, le mode de vie actuellement est de plus en plus sédentaire. Vous savez pourquoi? L'urbanisation, la sédentarité, l'accroissement des déplacements véhiculés des habitants, et même le fait qu'il y a des télés, l'Internet, des smartphones, etc. Les gens sont sédentaires, toujours assis. L'alimentation des Tunisiens a changé, s'éloigne du modèle méditerranéen, malheureusement, et donc il y a une détérioration en termes quantitatifs et d'équilibre qualitatif. Ce sont des menaces pour la santé, comme vous le savez. Le tabagisme constitue un facteur de risque important, vous le connaissez tous, mais la chose sur laquelle je voulais insister, c'est que la Tunisie est signataire de la Convention internationale sur le tabac, pour limiter, etc. Mais malheureusement, l'application de loi est restée en décalage par rapport aux engagements. Et là, les responsables nationaux et régionaux devraient quand même agir pour appliquer des lois qui existent, pour appliquer des engagements qu'on a fait à l'échelle internationale. La violence à l'égard des femmes et des enfants existe, et c'est un élément majeur qu'il ne faut pas oublier. On a l'impression que ça n'existe pas. Et ça, c'est également quand même un facteur tant de nuisance sur la santé, tant physique que psychologique. Tout ça, donc on a vu toute cette situation qui a gravé l'évolution de l'histoire de la Tunisie en termes de santé. Qu'est-ce qu'on voit en fin de compte? Quel est le résultat de tout ça? Une très lente progression de la mortalité, pour différentes raisons, surtout le vieillissement de la population. Et si on voit les causes de cette mortalité, nous allons voir le profil des maladies qui sont actuellement présentes. Vous voyez ici une prévalence importante des maladies cardiovasculaires, 30%, surtout l'hypertension artérielle, les tumeurs, 16%, les maladies endocriniennes, 10 à 12%, maladies de l'appareil respiratoire. Vous voyez ici, en décalage, les maladies infectieuses et parasitaires. Donc, nous le savons tous, nous l'avons toujours dit, mais les chiffres le prouvent encore. Les maladies donc, infectieuses sont en régression et les maladies non transmissibles sont en nette évolution, surtout maladies cardiovasculaires et maladies métaboliques. La santé des personnes âgées, puisqu'on a dit que cette frange de population est en nette augmentation, elle est peu documentée, le poids démographique du troisième âge va peser lourd dans notre réflexion dorénavant. Il y a certainement, il va y avoir toutes les maladies chroniques qu'il faut gérer, c'est des vieilles personnes, mais il faut également voir que nous allons rencontrer de sérieux problèmes parce que tous les déterminants sociaux de la santé économique tout à l'heure concernent en grande partie les sujets âgés, la pauvreté, la difficulté d'accès, etc., l'absence de couverture sociale. Tout ça, les personnes âgées sont concernées par cet aspect-là. Les maladies transmissibles, comme vous le savez, la Tunisie a obtenu des régressions. Nous avons vu cette régression sur les chiffres, mais j'ai voulu mettre cette plaque
pour voir quelles sont les principales maladies qui existent encore, sur lesquelles on discute encore aujourd'hui en Tunisie. C'est surtout la tuberculose, la leishmaniose, l'hépatite A, la brucellose, la méningite, la méningocoque. Je ne sais pas si certains se médecins d'accord, mais c'est ce qui est rapporté un peu dans les statistiques de l'OMS. Bon, les hépatites virales B et C restent quand même une préoccupation. La situation épidémiologique du VIH est plus ou moins rassurante parce que il y a eu une introduction de la thérapie depuis l'an 2000 et puis il y a tout un plan stratégique de lutte contre le sida, ce qui laisse la situation relativement stable aujourd'hui. Allons vers la discussion du système de santé maintenant. Notre système de santé, comment il peut répondre à tous ces défis et à toute cette problématique. La première étape, il faut dire, historiquement, on est passé par 3 grandes périodes. Le système de santé, tout juste après l'indépendance, des années 60 à 70, le système s'est intéressé à la formation du personnel de santé, création des facultés de médecine, des écoles d'infirmiers, développement de l'infrastructure dans le secteur public, d'hôpitaux et surtout ce qu'on appelle les dispensaires ou les centres de soins de base. La première ligne a été développée essentiellement avec un grand maillage territorial, avec des campagnes de masse et d'activités préventives, les vaccinations et puis la prévention de maladies transmissibles. Et il faut vraiment remercier et faire chapeau bas à tout le personnel paramédical et infirmier, qui était le moteur de l'activité de santé durant cette période-là. Il y avait très peu de médecins, comme vous le savez, et beaucoup de personnel paramédical, hygiénistes, infirmiers, étaient vraiment disponibles. Ils allaient un peu partout en Tunisie et ont donné des résultats extraordinaires. Dans une seconde étape, les années 80-90, accroissement de la couverture sanitaire avec la réforme des soins de santé de base. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la signature de la Convention d'Alma-Ata. Et c'est vraiment la réforme des établissements de santé publique avec une autonomie de gestion qui a été donnée au CAR pour certains établissements. Mais l'élément important, c'est le développement du secteur privé. Secteur privé de soins et de l'industrie pharmaceutique privée également. Ce sont 2 grands piliers de la santé qui sont développés durant cette période et qui ont vu un essor important avec, en parallèle, une meilleure couverture à l'échelle nationale et un accroissement des dépenses de santé qui sont passées de 3,8% à 5,5% du PIB en l'an 2000. Vous voyez, c'est quand même une période où le secteur privé a pris, disons, ses responsabilités et participe jusqu'à aujourd'hui au système de santé, à la santé publique du Tunisien. Je dis bien le secteur public. Le terme santé publique ne veut pas dire que c'est le secteur étatique, ça veut dire la santé du citoyen. La troisième étape, c'est l'étape actuelle en cours. Elle devrait être une étape de l'amélioration de la qualité et une étape de maîtrise des dépenses de santé. Donc, c'est une étape qui doit répondre à 2 défis, la qualité et la maîtrise des dépenses de santé. Actuellement, les dépenses de santé sont de l'ordre de 7,1% du PIB. C'est bon, ça s'améliore, mais nous sommes toujours en dessous des normes internationales parce que les pays développés qui ont un système de santé bien développé dépassent les 10% et peuvent atteindre 12-13% du PIB. Tant au niveau du secteur public qu'au niveau du privé, il y a cette problématique de qualité et de maîtrise des dépenses et toujours le système de couverture sociale avec la CNAM a certainement amélioré le taux disons, de dépenses directes du citoyen qui était de 45% et plus, ça veut dire presque la moitié des dépenses de santé étaient assurées directement de la poche du citoyen. Actuellement, seulement 37% sont dépensés de la poche du citoyen et on devrait arriver normalement à 20% selon les normes internationales. On en est encore loin. Le système de santé est organisé, bon, peut-être
avec un secteur public, un secteur parapublic et un secteur privé. Le secteur public avec les 3 niveaux que vous connaissez, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Un secteur, qu'est-ce que ça veut dire parapublic? Ce sont les polycliniques de la CNSS, les services autonomes de la SONED, de la STEG, les hôpitaux militaires, les forces de sécurité intérieure, c'est un parapublic, et qui quand même joue un rôle assez important. Et puis le secteur privé, avec les cabinets médicaux, les cabinets dentistes, les officines, les centres d'imagerie, les cliniques, etc. Donc, vous voyez, un système complémentaire avec une prépondérance, malgré tout, dans l'ensemble du secteur public. Donc, notre système de santé travaille dans le cadre d'un pluralisme, secteur public prépondérant, un secteur privé en croissance, et j'ajouterai que le secteur public en croissance, mais toujours assez concentré sur les zones côtières, et puis le secteur parapublic qui joue un rôle tout en restant encore marginal pour le moment, et qui est associé assez souvent soit avec le secteur public ou c'est le temps là. Voilà. Le patient souffre d'une centralisation administrative du système avec une centralisation des décisions tant en matière d'équipement, des affectations du personnel, surtout dans le secteur public. Donc, inadéquation entre les besoins et les ressources en équipement, et là, ça va limiter l'accès aux soins. Et nous avons vu dès le début que le terme d'accès aux soins est un élément fondamental de la qualité des prestations d'un système de santé. Le gaspillage est d'autant plus marquant que le secteur public souffre d'un sous-financement. Je vais aller un peu plus vite. Vous voyez, nous avons vu qu'il y a un système de prise en charge qui essaye quand même de résoudre des problèmes d'accessibilité de la population, mais il reste toujours 10% de la population non couverte. Là, un tout petit tableau qui montre que l'évolution de la répartition des dépenses de la CNAM entre les secteurs. En 2007, il y avait un appui très important au secteur public par rapport au secteur privé. En 2010, quand même, ça se resserre. Il y a presque un équilibre entre le soutien au secteur public et le soutien au secteur privé. Les médicaments, là, on ne va pas trop aller dans les détails, mais pour dire que dans le secteur du médicament, il y a une problématique réglementaire. Il y a beaucoup de textes réglementaires qui sont devenus obsolètes et qui ne facilitent pas l'amélioration du secteur. Donc, il faut réviser beaucoup de textes. Et dans notre système, surtout public, il y a un problème d'informatisation qui vise la traçabilité. Vous savez tous que la traçabilité des médicaments, entre la prescription jusqu'à la dispensation et la consommation pour le patient, il y a un système qui devrait assurer la traçabilité qui est encore inopérant aujourd'hui, essentiellement dans le secteur public. Les médicaments donc nécessitent une réorganisation importante. Là, actuellement, il y a de nouveaux textes en matière de processus d'octroi d'AMM qui ont permis de diminuer les délais. Ça marche, il y a une amélioration et il y a une réflexion quant au système de pricing, on appelle cela de fixation des prix et de fixation des taux de remboursement. Il faut vraiment réaliser tout cela et les gens s'attachent là, mais ça prend du retard encore. La répartition du personnel, comme on l'a dit, est un élément important, qualitativement et quantitativement, c'est satisfaisant, mais très mal distribué. Et il y a un problème de développement professionnel continu qu'il faudrait envisager et organiser de façon rationnelle dans le futur. Je vais avancer. Donc, le problème actuellement, c'est qu'il y a une confiance qui s'altère. La population n'a plus confiance dans les services publics. Et ça, c'est un problème à gérer, le vérifie. Et il y a une méfiance par rapport au secteur public. Donc, il y a une altération de la confiance, d'une part, du patient par rapport au système de santé. Et nous le voyons tous. Et chaque jour, nous apporte de mauvaises nouvelles. Il y a une frustration par rapport à la disponibilité de la médecine spécialisée dans les régions. Le secteur privé
en termes de qualité, à essayer de gérer la situation, d'améliorer la qualité avec accès à certaines, disons, certifications ISO depuis les années 2000, surtout que le pays s'est ouvert à l'exportation des services de santé. Dans le secteur public, l'insuffisance de ressources, la lourdeur de processus, l'absence de culture qualité rend cette approche qualité difficile à atteindre. Et certainement, beaucoup de manquements sont constatés par rapport à la qualité des soins dans le secteur public. Il y a un problème de gouvernance important, faible régulation, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Le système d'information sur lequel on devrait vraiment évoluer est défaillant, surtout en termes d'approche médico-économique. Les défis, contexte politique actuellement difficile, le secteur de santé doit relever le défi majeur de l'adaptation, adaptation à la transition démographique et épidémiologique. Il faut réduire les disparités régionales et sociales, réguler les deux secteurs et essayer de trouver des espaces de collaboration et de complémentarité entre le public et le privé, maîtriser l'utilisation des produits médicaux, et là, comme je l'ai dit, toute une réflexion médico-économique de rationalisation de l'utilisation de ces produits de consommation, médicaments et dispositifs médicaux, réfléchir au financement de la santé avec un financement plus équitable de la santé, et puis adapter la gouvernance aux nouvelles exigences, la décentralisation, la transparence, la redevabilité, le rôle des citoyens et des parties prenantes, il faut qu'ils soient présents dans les décisions, consolider les systèmes d'information, d'informatisation et de gouvernance, combattre la corruption de manière efficace et toujours aspirer aux standards internationaux. Agir surtout la prévention. En conclusion, je dirais qu'il est urgent de mettre en place une réforme du système de santé qui replace le citoyen au centre du système de santé et valoriser tous les acteurs. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire mettre le citoyen au centre du système de santé? Par exemple, décider qu'un hôpital travaille le matin et pas l'après-midi, c'est le personnel médical qui est au centre du système. Ça veut dire qu'on organise tout pour qu'il y ait pour que le personnel de santé se trouve quand même confortablement, il retrouve à l'aise. Alors qu'on devrait penser plus aux citoyens. Et là, ce n'est qu'un petit exemple. Donc, il faut que le système soit dorénavant centré sur le citoyen, en construisant sur les acquis qu'on a vus tout à l'heure et en puisant dans tous les potentiels que nous en avons. La nécessité de revoir les mécanismes de gouvernance et de financement de la santé. J'insiste sur le terme gouvernance, c'est très important, c'est ce qui nous manque le plus. Après les réformes des services de santé de base, des établissements hospitaliers et la protection sociale, la prochaine réforme sera, durant les prochaines années, la gouvernance, c'est la gouvernance. Voilà. Je n'ai pas le temps, je voulais vous donner une idée sur l'INA Santé,